toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Ce matin, Christophe, vous recevez Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la majorité présidentielle, vous représentez le Rhône et vous êtes médecin. Alors aujourd'hui, toute l'Île-de-France est suspendue, on attend la décision du président. Comme élu et comme médecin, est-ce que vous recommandez à Emmanuel Macron de confiner l'Île-de-France ? Je pense que c'est lui, avec la totalité des données, qui doit effectivement arbitrer cette question. Mais c'est vrai qu'en tant que médecin, habitué à malheureusement plusieurs épidémies qui ont émaillé les dernières décennies, nous sommes arrivés à une situation telle que des contraintes supplémentaires sont nécessaires. Depuis quelques semaines, c'est déjà apparent dans l'Île-de-France, la progression inquiète, les services de réanimation sont saturés et les projections montrent que ça va s'aggraver encore pendant pas mal de jours. Et donc, il est absolument important, sans qu'il soit trop tard, d'enrayer les nouvelles contaminations et de faire baisser la pression. Donc oui, je crois qu'il y aura quelques contraintes additionnelles, tout en espérant, bien sûr, comme tous les autres Français, que un minimum d'activité pourra perdurer pour que l'économie, mais aussi la vie sociale, ne soit pas totalement entravée. Et oui, parce qu'il y a le moral de la population aussi. Alors on hésite, on se dit confinement de week-end ou confinement pendant 7 jours sur 7, ou au contraire confinement la semaine et puis uniquement se libérer les poumons et s'oxygéner le week-end. Qu'est-ce qui est mieux ? Alors je pense que beaucoup de gens ont été consultés sur la question que vous posez. Je ne sais pas quelle sera la réponse qui nous sera annoncée tout à l'heure. J'imagine que peut être privilégié un confinement du week-end qui a moins de conséquences sur l'activité, permet à tout un chacun de continuer pendant la semaine à faire tout ce qui est essentiel, mais malheureusement, évidemment, prive les uns et les autres des contacts amicaux, parfois familiaux, que souvent on réserve au week-end, mais qui sont tristement l'occasion de propagation de virus fréquemment. On sait que le confinement peut avoir des conséquences sur la santé à long terme. Il y a des gens qui vont déprimer, il y a ceux dont on ne va pas détecter les maladies, il y a ceux qui vont être chez eux tout seuls, faire un infarctus et être peut-être moins secourus que d'habitude. Est-ce qu'on arrive à le prendre en compte, ça ? Est-ce que c'est pas pire que mieux, finalement, un confinement ? C'est pris en compte. C'est pris en compte et petit à petit, on peut arriver à mesurer toutes ces conséquences. Et c'est vrai que dans les décisions, vous voyez bien qu'il y a les deux plateaux de la balance. Il y a ce que l'on gagne par le confinement, et la preuve a été montrée d'une façon exemplaire lors du premier confinement. Souvenez-vous, l'abaissement des chiffres après 2 semaines, enfin c'est quelque chose qui a une efficacité tout à fait notable et clairement établie. Et d'un autre côté, on a aussi, par les analyses qui ont été effectuées, le prix à payer. Le prix à payer sur les autres pathologies, le prix à payer sur l'état psychologique de la population et les conséquences dans les activités diverses, y compris économiques. Et donc, oui, on sait les deux, et trouver le bon équilibre n'est pas simple, mais vous le savez, ce ne sont ni les politiques, ni les scientifiques qui décident. Malheureusement, c'est le virus qui est le maître du temps. C'est le virus qui a l'horloge et qui, à certains moments, va développer par une nouvelle mutation, par exemple, un surcroît de contagiosité, un surcroît de gravité, et alors il faut qu'on s'adapte. Le pouvoir médical en un an a aussi bougé. On a l'impression qu'aujourd'hui, les médecins, le conseil scientifique, on est sceptique, les médecins se déchirent entre eux, le pouvoir médical a été écorné. Mais bien sûr, mais c'était déjà le cas. Je peux vous dire que de l'intérieur du corps médical, depuis longtemps, on sait que c'est un mythe, le pouvoir médical. Il a existé dans le passé, c'est vrai. Il fut un temps où il y avait une solidarité corporatiste entre les médecins qui était assez impressionnante. Mais ce temps est depuis très longtemps révolu. De même que ce que nous appelions les mandarins, tout ça sont des survivances verbales d'un passé ancien. Il y a eu d'ailleurs de belles pages de littérature sur cette médecine d'antan. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les médecins d'aujourd'hui sont avec des opinions diverses, avec des pratiques techniques qui, elles, sont effectivement beaucoup plus performantes que dans le passé, mieux maîtrisées, beaucoup plus standardisées, mais ce sont des hommes. Et chacun, vous les entendez, s'exprime avec leurs opinions diverses. Comprenez-vous la suspension du vaccin AstraZeneca ou est-ce que c'est stupide ? Je la comprends. Je la comprends parce que ça ne veut pas dire que ce vaccin n'est pas bon. Mais je crois qu'on donne confiance d'ailleurs à la population quand une question se met à interroger vraiment
à stopper, investiguer, puis après décider ce qui est opportun. Vous savez, c'est pour les vaccins et les produits de santé, il en va de même que pour les automobiles. Quand un constructeur vous dit « Ah, votre voiture, là, il faut que vous la rameniez pour qu'on vérifie quelque chose parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 4 ans, il y a telle pièce qui est un peu fragile. » Eh bien, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, ça n'enlève pas confiance. Au contraire, on dit « Il est sérieux, il a le sens des responsabilités. » Le sens des responsabilités. Le pire serait de vouloir taire la vérité et dire circuler, il n'y a rien à voir, il y a quelques accidents thrombotiques ici ou là, mais c'est rien. Non, le mieux c'est de dire, on met tout sur la table, on investigue, et si vraiment c'est infime, négligeable, s'il y a pratiquement rien, on repart, sinon, eh ben, on fera avec les autres vaccins, et heureusement, il y en a une bonne douzaine. Mais si on repart, si on a confiance, tout est vérifié, on peut peut-être dire aux soignants, obligation de vous vacciner. Bien sûr, mais bien sûr. Mais attendez, ça devrait exister déjà depuis longtemps. Il y a plein de vaccins qui sont obligatoires pour les soignants, contre l'hépatite, contre tout un tas de maladies. Curieusement, ni contre la grippe, ni contre la Covid, il n'y avait cette obligation. Alors que ces deux maladies, quand on est soignant en gériatrie, dans un service de personnes âgées, ou qu'on est dans les EHPAD, on transmet un virus potentiellement mortel. Est-ce que quelqu'un qui va travailler là-bas et qui est chargé de les aider, de les soutenir, de leur apporter la santé, est-ce qu'il peut leur apporter un virus potentiellement mortel ? Donc, effectivement, il faut évoluer vers cela, mais pas en faisant miroiter la contrainte, en faisant comprendre que c'est dans le contrat de travail. Quand on est dans un endroit dangereux, si vous allez travailler dans une centrale nucléaire, vous prenez certaines précautions pour vous-même et ensuite pour votre famille. C'est-à-dire que vous ne voulez pas ramener chez vous des choses qui peuvent être dangereuses. Donc là, vous allez dans un endroit où il y a des gens très vulnérables, très fragiles, qui risquent leur vie si vous leur apportez un virus. On fait en sorte qu'on n'apporte pas le virus. Alors vous défendez un texte législatif depuis longtemps pour adopter l'assistance médicalisée active à mourir, ce qu'on appelle le suicide assisté dans le langage commun. En quoi consiste votre proposition et en quoi surtout ça améliorerait ce qu'on a déjà, c'est-à-dire la loi Claes-Leonetti, la sédation profonde en fin de vie? Je vais vous résumer tout ça. Le fond de cette loi, c'est d'apporter un droit nouveau. Un droit pour tous les Français, pour tous les adultes, lorsqu'ils sont confrontés à une maladie incurable qui est arrivée en phase très avancée, c'est-à-dire ils vont entrer dans cette phase qu'on appelle l'agonie. Pour l'instant, ces personnes-là ne décident rien, n'ont pas le droit d'être entendues. Les uns voudraient attendre la fin naturelle. Malheureusement, il aurait injecté plus de 2000 fois par an dans les hôpitaux français un produit qui les précipite vers la mort. Donc on le fait sans le dire. C'est illégal, mais c'est fait en catimini. Dans beaucoup d'autres cas, il y a des malades qui ne supportent pas une agonie qui est très pénible, douloureuse, avec une souffrance très forte, autant psychique que physique. Et ces personnes-là demandent à ce qu'on abrège leur souffrance. Et ces personnes ne sont pas entendues et personne ne les aide. Si, on leur dit, et c'est ce que disait la loi Claes-Leonetti, si vous voulez, on peut vous endormir le temps que la mort arrive. Et puis si la mort arrive pas assez vite, on arrêtera de vous hydrater. Vous allez être totalement déshydraté, faire une insuffisance rénale et vous mourrez. Bon, c'est pas ce que les gens demandent. Ça peut être parfaitement adapté. Je ne dis pas que cette loi n'est pas bonne. En son temps, nous avons tous été contents de cette petite avancée que ça représentait. Mais ça représente une réponse pour 1/1000 des décès. Moi, je vous demande de faire attention aux 999 autres personnes dont les uns ne veulent pas qu'on les précipite vers la mort et on devrait les respecter, et les autres, au contraire, veulent une aide active à mourir et on devrait eux aussi les respecter. Vous incluez la souffrance psychique. Est-ce que c'est pas ouvrir la porte à des suicides pour ceux qui auront une dépression passagère, un coup de mou, un désespoir? Non, nous excluons toutes les maladies psychiatriques et toutes les dépressions. Alors la souffrance psychique, c'est quoi? La souffrance psychique, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. C'est cet état dans lequel nous sombrons, tous ceux malheureusement qui ont accompagné leurs parents ou grands-parents dans cette phase-là comprendront ce que je dis. C'est cet état très étrange quand on sent la mort venir, on sent l'agonie, on sent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on est en impasse totale, et il y a une préfiguration de ces derniers instants qui est extrêmement pénible parce que, comme on ne peut pas se projeter dans le futur, on sait qu'on va mourir, on voit le temps s'écouler d'une façon agressive, insupportable.
Et on voudrait souvent, c'est ce que expriment ces personnes, réunir ses proches, leur délivrer un message d'amour, et puis après, avoir un endormissement définitif. Que répondez-vous à ceux qui disent ce débat, il ne faut pas quelques heures au Parlement, là, au printemps, rapidement, il faut la campagne présidentielle, et il faut peut-être même un référendum? Alors je leur dirais que le débat, il existe depuis 45 ans. Déjà, le sénateur Caillavet, à l'époque, le proposait, que de façon plus récente, tout de suite après la loi Crescenzi, a été mise en place une évaluation de celle-ci pour en voir les bénéfices, et il faut les reconnaître, mais aussi les lacunes qu'il faut combler. Et donc, moi, depuis 2017, je préside un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur la fin de vie, qui est le groupe qui contient le plus de députés et qui est donc extrêmement actif. Et nous auditionnons beaucoup de gens. Donc nous savons totalement ce qui est opportun, ce qui est souhaitable, et je dirais que le travail a été amplement effectué. Alors, procrastiner, c'est-à-dire reporter au futur, n'apportera strictement rien, sauf qu'il faudra recommencer, parce que la prochaine mandature, je vous l'apprends pas, il y aura forcément des nouveaux députés. Donc il faudra qu'ils recommencent à zéro. Et ils vont se retrouver à la fin du mandat, et on leur dira, faut encore attendre. Bon, et vous savez que d'ailleurs, c'était déjà une promesse, cette avancée-là, du président François Hollande, qui, dans son livre récent, indique qu'il regrette de s'être un peu arrêté au milieu du gué, que c'est quelque chose de nécessaire. Paulette Guinchard, qui était ministre du temps de Lionel Jospin, est allée en Suisse récemment. Était à l'époque réticente sur cette évolution. Et puis la maladie, la contraignant à devoir être très handicapée, a dû aller solliciter un suicide assisté en Suisse, et elle a demandé à ce que ça soit indiqué à tous les gens qui l'ont connu, à quel point c'est dramatique de ne pas pouvoir recevoir chez soi, dans son pays, l'assistance à laquelle chaque Français devrait avoir droit. Un référendum, ça serait une bonne solution? Je peux vous en donner le résultat. Donc on peut le faire, mais est-ce que c'est nécessaire? 96% dans les sondages disent qu'ils sont d'accord. Autre obstacle quand même, la religion, tu ne tueras point, et le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Alors, la religion... le journal La Croix a interrogé les catholiques pratiquants, ceux qui vont tous les dimanches à la messe, et la réponse a été 72% d'entre eux le souhaitent. Et c'est vrai que si vous interrogez les archevêques, ils seront sûrement moins de 72%. Mais en Belgique, l'aide active à mourir est effectuée dans les hôpitaux catholiques par des médecins catholiques et à des prêtres qui le demandent. Et le serment d'Hippocrate? Et le serment d'Hippocrate, tout dépend comment on l'interprète. Vous savez, le serment d'Hippocrate, il a aussi été invoqué à l'époque contre l'IVG. Il est invoqué contre 10 000 choses. C'est vrai qu'à l'époque d'Hippocrate, c'était pas tout à fait la même médecine qui était pratiquée. Et je dirais la moitié des actes que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, il était interdit aussi à l'époque pour un professeur de demander une rétribution à ses disciples. Donc aujourd'hui, les professeurs de médecine, comme moi, seraient pas très contents de jamais avoir le moindre salaire. Il était interdit aussi de soigner certaines maladies urinaires, de la vessie. On ne sait pas pourquoi, mais c'était si vous voulez, adaptons-nous à des périodes différentes. À l'époque, on mourait très vite quand on était malade. Donc on n'avait pas besoin de se préoccuper des agonies prolongées. Donc évidemment, j'aurais été à l'époque d'Hippocrate, j'aurais sûrement pas proposé cette loi, parce qu'il n'y en avait pas besoin. Les gens qui étaient malades mouraient vite. On en parlerait pendant des heures, mais il faut nous quitter. Jean-Louis Touraine, merci, bonne journée.